c'est parti. Donc, on est une trentaine, on lance le webinaire du jour. Et le webinaire du jour, la suite de ces ateliers. Et aujourd'hui, on va parler de la sauvegarde. Ça va être une session qui va être courte par rapport aux deux autres. Courte, mais du coup, on va en profiter pour peut-être extrapoler sur deux, trois petites choses par-ci, par-là. On va devoir jongler comme hier sur deux tenants, puisque je vous rappelle, j'ai un tenant sur lequel on a lancé la ADDS. J'aurais pu le finaliser hier, j'ai préféré juste faire cette petite parenthèse avant de discuter de la sauvegarde et de comment on va justement sauvegarder notre VM, qui est notre VM de management en quelque sorte, celle qui nous permet d'utiliser 100% de notre ADDS. Avant ça, on va justement revenir, on va pile là où on s'est arrêté. Donc hier, quand on a mis en place l'Azure Active Directory Domain Services, donc je vous le rappelle, c'est un service PaaS avec ces deux contrôleurs de domaine qui tournent dans les services managés de Microsoft. On est arrivé sur cette page-là, puisque le service est déployé, et puis on me demande de terminer les configurations. Donc je vous avais dit, soit on fait bien les choses au niveau réseau virtuel, et dans ce cas-là, on arrive sur cette page-là, on descend un petit peu, on nous dit étape de configuration obligatoire, et j'aurais eu un beau CTA, c'est très, très anglais ça, un beau bouton d'action configuré, tout simplement, ce qui m'aura permis de configurer les DNS qui seront utilisés sur le réseau virtuel dans lequel je mettrai toutes mes machines virtuelles nécessaires et qui devront joindre le domaine. Eh bien, l'autre façon de faire, c'était celle que je vous disais, tout simplement, en faisant un petit peu vite en termes de réseau virtuel, en laissant les valeurs par défaut finalement, que j'aurais pu encore une fois vraiment tout personnaliser. On me dit attention, il va falloir corriger un petit élément si on veut pouvoir gérer le domaine et configurer les DNS. Donc, lien qui est cliquable, et on m'explique effectivement qu'une petite erreur est survenue, une erreur ou un oubli, on appellera ça comme on veut. On va pouvoir exécuter la correction. Et là, il m'explique qu'effectivement, pour la partie enregistrement DNS, eh bien, il va m'ajouter quelques paramètres, les serveurs DNS pour les adresses IP. Il me les nomme, les 10.00014 et 10.995, qui sont attachés justement à mes interfaces réseau de mes contrôleurs de domaine qui tournent en arrière-plan. Il me propose de les ajouter, du coup, de manière à pouvoir configurer le DNS dans la foulée. Et il me rappelle que de la même manière que j'ai déployé mon Azure ADDS, eh bien, ici, ce serait bien dans la région France-Centre et ce serait bien sur le VNet que j'ai demandé de créer, le VNet Prod. De toute manière, le seul disponible, puisque, pour rappel, c'est le premier service que je fais ici dans cet abonnement. Donc, j'ai juste à faire corriger, tout simplement. Il me réexplique, il me redonne un peu plus de détails, bien entendu, sur le fait que ça concerne les serveurs DNS que je vais corriger. Et puis, ce qu'il va faire, tout simplement, il va lancer l'enregistrement. Voilà, c'est fait. Et à partir de là, donc, hop, on va faire la petite croix ici. Pour revenir en arrière, on évite de prendre ces chemins en haut. Je vous conseille, surtout quand vous êtes dans un formulaire que vous êtes en train de remplir pour des créations ou quoi que ce soit. Le mieux pour revenir en arrière et ne pas perdre ces formulaires, la petite croix ici, toujours en haut à droite. C'est beaucoup plus, vous serez beaucoup plus serein. Voilà, vous ne perdrez rien de ce que vous avez fait avant. Hop, donc la petite croix. Bon là, effectivement, je n'étais pas dans un formulaire, donc j'aurais pu revenir dessus. Et là, on me dit qu'il est en cours d'exécution. Donc techniquement, je pourrais aujourd'hui refaire ce que j'ai fait hier, donc la création de la machine virtuelle, la jonction au domaine, etc., etc. Cette fois-ci sur ce domaine-là, puisqu'il est prêt à être utilisé. Je vais revenir quand même sur l'autre tenant, pour le coup, celui où on a effectivement mis une machine virtuelle dont les outils ont été installés, qui a joint le domaine, donc pour le coup le domaine non pas KCT mais Webinar, pourquoi pas. Cette VM, pour rappel, on l'a mise dans un groupe de ressources. Hop. Voilà, je pense qu'on a dû l'appeler Atelier MS, si je ne m'abuse, on a dû la mettre dedans. Et quand bien même, si on ne sait plus la retrouver, on a toujours la possibilité via le tableau de bord
de retrouver toutes les machines virtuelles. Si vous ne l'avez pas personnalisé le tableau de bord, pour ça, il n'y a rien de plus simple. Vous allez dans la barre de recherche, chercher machines virtuelles. Vous avez le menu donc, de l'ensemble des machines virtuelles. Vous avez une petite épingle ici. Si vous cliquez dessus, je vais le faire, hein, mais ça a déjà été fait, voilà. Il me propose de l'épingler sur un tableau de bord qui est existant, ou je peux carrément en créer un nouveau si je veux. Soit en mode privé, soit partagé, si je veux le partager à l'ensemble des collègues qui doivent gérer aussi le portail. Ça peut être assez intéressant. Je ne vais pas l'épingler, moi c'est déjà fait. Et donc du coup, je vais retrouver ma machine, ma Management VM2. Alors, pour la sauvegarder, on serait tenté d'aller dans les menus et d'aller dans la partie sauvegarde. Mais de la même manière que je vous ai dit lors de la création, on évite de faire la sauvegarde via un autre menu que le menu de la sauvegarde en elle-même. C'est parce qu'ici, encore une fois, quand on va créer un coffre, bah, on ne va pas être maître de tout ce qu'on veut configurer en termes de sécurité, en termes de redondance. Quand je dis en termes de sécurité, ça peut être aussi la suppression réversible, par exemple. Est-ce que je veux la mettre ou est-ce que je ne veux pas la mettre? Bah là, ça va se faire par défaut. Et dans quelle configuration? Peut-être pas forcément celle qui m'intéresse. Du coup, cette management VM, si je veux la sauvegarder, je vais dans ma barre de recherche en haut et je vais chercher coffre de Recovery Services. Faites attention, hein, il existe un autre coffre, coffre de sauvegarde, on le voit ici. Le coffre de sauvegarde, c'est, on va dire, l'ancien service pour simplifier. Ne le prenez pas. Prenez bien coffre de Recovery Services. Hop, Recovery. Même en français, il n'a pas été, voilà, coffre Recovery Services, il n'y avait pas un 2. Il n'a pas été traduit, donc pas totalement. Donc c'est bien sous ce nom que vous allez le retrouver. Coffre Recovery Services, il va faire plusieurs choses. Il va être en capacité de faire de la sauvegarde du PRA. PRA, sauvegarde, qui peuvent se faire sur des workloads Azure, mais aussi sur des workloads on-prem. Ça, c'est tout à fait possible. Du coup, au niveau du coffre, donc je rentre dans mon coffre Recovery Services et bon, de base, je n'ai aucun coffre de fait, donc la liste est vide. Si j'ai envie de l'épingler, je peux aussi. Je peux très bien l'épingler. D'ailleurs, je vais le faire. Ça va changer un petit peu mon tableau de bord. C'est vrai que je ne l'ai pas fait, ça, pour le coup. Je vais le mettre dans mon tableau de bord. Alors, je ne sais plus s'il est privé. Non, il est partagé, le mien. Voilà. Donc, je vais le mettre sur ma tableau de bord principal, épinglé. Voilà, donc on voit que j'ai épinglé mon menu. Je vous montre à quoi ça ressemble du coup une fois que c'est fait. Là, on voit que rien n'a changé. En fait, par défaut, il l'épingle vers le bas. Voilà, tout simplement. Donc ça ne me plaît pas, hein. Hop, je vais l'éditer. Alors déjà, je vais changer sa taille. On va le mettre en plus petit, peut-être pas si petit non plus. Hop, est-ce qu'on peut le mettre en 2-2? C'est bien en 2-2, voilà. Et moi, je vais le mettre tout en haut. Alors c'est un petit peu embêtant, c'est du drag and drop hein, finalement. Donc, si vous avez un pavé tactile aussi sensible que le mien, ça peut vite être embêtant. Voilà. Je vais le mettre ici, dans un premier temps. Hop, je retire ça. Est-ce qu'il ne serait pas mieux en haut? Allez, on va le mettre ici en haut, le plus visible possible. Voilà, donc je le place, j'enregistre, hein, j'oublie pas d'enregistrer mon tableau de bord, et mon tableau de bord, il est utilisable tel quel. Si j'ai besoin, encore une fois pour la petite parenthèse tableau de bord, si j'ai besoin de le partager à quelqu'un, je peux le partager de plusieurs manières différentes. Déjà, je peux gérer le partage avec les personnes qui sont dans l'annuaire, hein, tout simplement AD. Ou bien je peux aussi l'exporter. Et si je le télécharge, je vais avoir un JSON en fait, hein, tout simplement, qui va être téléchargé et que je peux partager avec qui le veut. Je l'ai déjà fait avec certains partenaires, peut-être avec certains d'entre vous. Ce JSON-là, vous l'exécutez sur votre portail Azure et ça vous reprend exactement le même tableau de bord. Du coup, pour les coffres de Recovery Services, alors là, je l'ai mis en petit, donc on voit un numéro, un 6, bah, tout simplement pour dire que j'ai 6 services, a priori 6 coffres qui ont été déployés. C'est bien possible, effectivement, c'est le cas. Donc ensemble, on va faire le 7e coffre, tout simplement. On va créer un coffre, toujours dans la partie petit plus créé en haut à gauche. Hein. Et je vous l'avais dit, on aura toujours
toujours cette chose qui nous sera demandée de savoir à quel abonnement on va lier la facturation de la consommation de ce service, hein, tout simplement. Donc ici, je n'ai qu'un seul Azure Plan, donc je ne peux pas forcément, avoir, le choix et on me demande dans quel groupe de ressources je veux mettre mon coffre de Recovery Services. Je peux retrouver effectivement les, groupes de ressources que j'ai déjà créés. Donc si vous n'en avez créé qu'un seul, vous n'en retrouverez qu'un seul, bien entendu. Quoique, à savoir, ne soyez pas surpris, quand vous allez, déployer l'Azure Active Directory Domain Services. Par défaut, il y a un groupe de ressources qui s'appelle Network Watcher RG, qui va être déployé et qui comporte en fait des outils, alors qui ne sont pas encore activés, mais que vous pouvez activer et qui permettent d'observer en fait le réseau, les réseaux virtuels que vous avez dans votre abonnement. Je vous montrerai ça si on a le temps tout à l'heure et je pense qu'on aura largement le temps, mais ça vous permet d'avoir une véritable topologie de votre réseau virtuel. C'est vraiment un petit bonheur, quand on a besoin de s'assurer qu'on a bien mis le NSG au bon endroit pour les règles, de port, d'entrée, enfin des règles de trafic entrant et trafic sortant sur les ports, les protocoles, les adresses IP, tout ce qu'on veut. Est-ce qu'on l'a bien mis sur l'interface réseau de la VM et non sur le réseau virtuel ou inversement? Bref, un petit bijou. Donc techniquement, de votre côté, vous ne verrez que le groupe de ressources que vous avez créé et le Network Watcher RG. Vous pouvez choisir effectivement de mettre ce coffre de Recovery Services dans le même groupe de ressources. Vous pouvez aussi le mettre dans un autre groupe de ressources. Ça n'empêchera pas de travailler avec l'ensemble des autres, enfin des ressources que vous avez dans Azure. À la limite, ça peut même être intéressant d'avoir son coffre dans un groupe indépendant, puisque je pourrais très bien utiliser ce même coffre pour beaucoup d'autres charges de travail. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais l'appeler Backup. Je vais essayer de l'appeler Backup Octobre. Backup, ouais, aussi avec une majuscule, ça passait a priori. Bon, bah très bien. Voilà, faisons ça. Donc, Backup Octobre sera mon groupe de ressources dans lequel je vais gérer mon service de ressources Recovery Services. Le nom, pareil, hein, vous allez lui donner un petit nom, ça c'est important aussi pour vous, pour bien le gérer, savoir pourquoi vous l'avez fait. Parce que vous pouvez très bien avoir plusieurs coffres en fonction de la région, par exemple, mais aussi en fonction des personnes qui doivent avoir la main dessus. Donc on fait attention à bien nommer les groupes de ressources et on fait aussi attention à bien nommer les ressources en elles-mêmes. Donc ici, moi, je vais l'appeler hop, Backup Octobre Volt, en bon franglais, et je vais choisir sa région. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que si vous ne choisissez pas la bonne région, vous ne pourrez pas sauvegarder vos machines virtuelles. Du coup, je pense, si je ne m'abuse, que Management VM2 a été mise en France Centre par habitude, ça doit être le cas. Donc je vais aller chercher un backup qui sera en France Centre aussi. Sinon, il la trouvera jamais, il verra jamais ma machine dans la liste. Pour les balises, pareil, hein, même punition que d'habitude. Est-ce que je veux mettre le nom du créateur, par exemple? Donc ici, il reconnaît déjà des étiquettes qui sont créées, donc, il me les repropose. Au niveau de la raison, ici, pareil, hein, on est sur l'atelier MS Octobre. Et puis, je pourrais ajouter tout ce qui vient à l'esprit, en tout cas, pour bien gérer et le tri que je vais pouvoir faire en fait sur mes différentes ressources. Je vous montrerai d'ailleurs le tri qu'on fera à la fin de demain plutôt, puisqu'on aura plein de ressources qui auront cette étiquette-là, donc ça sera intéressant de voir comment elles apparaissent. Donc là, je vais demander à vérifier et créer. Ça va être assez rapide hein, pour le coup, puisque vous l'avez vu, il n'y a pas grand-chose à faire. Toute la configuration va se faire justement après. Une fois que le service en lui-même est déployé, il ne me coûte rien, puisque j'ai encore rien configuré. Alors comme d'habitude, hein, on peut aller rechercher le script hein, dans les modèles, bien entendu. Nous, tout ce qu'on va faire, c'est accéder à la ressource. N'oubliez pas aussi de temps en temps dans vos notifications, allez-y et vous voyez à droite de tout ignorer, il y a écrit ignorer, éliminer les opérations terminées. Ça peut être pas mal de faire un peu de ménage hein, de temps en temps. Hop, ça allège un peu les informations qui vous sautent aux yeux. Ça peut être pas mal. Du coup, mon coffre backup Octobre Volt. Comme je vous l'ai dit, on peut faire de la sauvegarde, on peut faire du PRA. Donc on a ici vraiment les deux menus différents. On les retrouve sur la gauche.
dans Ici bien démarré, vous avez la sauvegarde ou Site Recovery. Donc c'est exactement la même chose, hein, que je les prenne au milieu ici via la vue d'ensemble ou bien sur la gauche. On pourra configurer ce qu'on a envie, cependant que avant de sauter dessus sur la sauvegarde ou sur le PRA, je vous l'ai dit, il faut qu'on regarde des choses sur la configuration de notre coffre en lui-même. Est-ce que je vais faire du localement redondant? Est-ce que je vais faire du géo-redondant? Est-ce que je vais mettre de la sécurité supplémentaire, notamment les suppressions réversibles? Et ça, pour le coup, ça se passe au niveau du menu à gauche. Vous avez les paramètres. Je les vois plus, je les vois ici, voilà. Dans les paramètres, vous avez les propriétés. Et c'est bien dans les propriétés qu'on va devoir faire quelques changements, notamment dans la partie configuration de la sauvegarde. Vous avez mettre à jour. Si je clique sur mettre à jour, c'est ici que je vais pouvoir gérer la redondance. Par défaut, je suis en géo-redondant. Vous l'avez vu, on a fait le formulaire pour créer le backup. À aucun moment, il ne m'a demandé la redondance. Pour lui, dans tous les cas, il sera déployé en géo-redondant. Si je ne le sais pas et que je lance mon backup, si dans mon devis, j'ai prévu du localement redondant, bah, au niveau du palier pour les instances protégées, ça n'aura pas d'impact, hein. Le prix sera le même qu'on soit en LRS ou en GRS. Par contre, le coût du stockage de mes points de restauration, qui je rappelle sont des points incrémentiels, mais ce stockage-là va me coûter 2 fois plus cher en géo-redondant qu'en localement redondant. Parce qu'en localement redondant, j'ai 3 copies dans un data center. En géo-redondant, j'ai 3 copies dans un data center, redondées sur une région Azure secondaire, donc dans 3 autres copies dans un autre data center d'une autre région. Ce qui est beaucoup plus sécurisé. Je le conseille, justement pour éviter tout ce qui a pu se passer chez beaucoup de clients et qui, voilà, on le souhaite à personne parce que ça peut être très compliqué de perdre sa donnée, de perdre tout un pan de son activité commerciale, parfois de frôler plutôt la faillite. À l'époque, juste pour la petite anecdote, il y a eu des inondations, alors que à l'époque, ça 4 ou 5 ans, je crois. Il y a eu des inondations à Paris au niveau de la Seine et certains clients que je ne citerai pas avaient leur serveur dans les sous-sols avec un PRA qui avait été fait, un PRA site à site, avec le bâtiment d'à côté, dans le sous-sol aussi. Du coup, tout a été noyé. Voilà. Des clients comme ça, j'en ai eu quelques-uns et beaucoup d'entre eux ont fait faillite, tout simplement. Certains parce que ils n'avaient plus rien pour continuer l'activité. D'autres parce que ils avaient perdu les documents, notamment les documents fiscaux, financiers, tout ce qu'on veut. Et quand on n'a pas de quoi prouver les choses en fin d'année, on peut se taper quelques belles amendes. Ça a été le cas aussi pour certains. Et ça les a achevés. Là, on a beau avoir le goût de l'entrepreneuriat, à un moment donné, ça fait mal. Du coup, le jeu redondant, je le conseille. Maintenant, si vous voulez faire le localement redondant, vous pouvez cliquer sur localement redondant, ne pas oublier de faire enregistrer et ne soyez pas étonnés, vous n'avez pas de message de validation, seulement un changement de couleur. Voilà, c'était très subtil. Vous le reverrez dans le replay. C'était en violet, violet rose. Maintenant, c'est en bleu. Donc, ça veut dire que ça a été pris en compte. Si je quitte et parce que je suis parano, je retourne dans mettre à jour et je vois que effectivement on est bien sur localement redondant. Donc là, j'ai bien changé ma redondance. Donc au choix, hein, localement redondant, géo-redondant, selon le niveau de sécurité qu'on veut octroyer à son client et qu'on peut aussi au niveau budgétaire. Je vais rester en localement redondant de mon côté puisque je suis en démo, donc pas trop de soucis à ce niveau-là. Et puis, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas eu de soucis hein, côté Microsoft sur les data centers. Donc, le risque existe, mais est minime. On va pas se mentir. Ah, alors moi, je veux juste réagir en disant, je prends le petit cas OVH. Mais c'est pour Heu, ça. En Oui, effet, c'est pour ça, je effectivement. préconise toujours aussi du GRS, même si le LRS coûte moins cher et même 2 fois moins cher, mais c'est vrai que on n'est jamais protégé. Après, Microsoft, dans ses contrats, a quand même un SLA qui est bien différent, avec une réflexion qui est un petit peu différente de celle d'OVH. Mais voilà, il ne pas faire confiance à 100 et aveuglément et ne pas mettre ses œufs dans le même panier, c'est toujours mieux. C'est exactement ça, parce que Microsoft a beau avoir un très bon SLA hein, sur l'ensemble de ses services, mais les catastrophes majeures, ça porte un nom, ça, je ne sais plus comment on appelle ça. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'un sinistre, donc ouais, la GRS.
C'est toujours mieux. Sauf quand vous êtes en démo comme moi et que vous fichez totalement de tout perdre, là c'est autre chose, hein. Faites vos tests comme vous le voulez, avec, on va dire, certaine maîtrise du budget, disons ça. Mais oui, effectivement, en prod, restez quand même sur du jeu en redondant, c'est quand même mieux. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut changer aussi à ce niveau-là? Les paramètres de chiffrement, comme d'habitude. Donc, est-ce que je vais utiliser ma propre clé parce que j'ai un algorithme capable de faire des clés de folie? Pourquoi pas? Ou bien, au contraire, je n'y touche pas parce que je me dis que Azure est déjà très très bon dans sa capacité à faire du chiffrement, à crypter la donnée. Donc, ça, vous pouvez le faire. Voilà. Par moment, ça peut être des choses demandées par certains clients qui ont des politiques, des stratégies de sécurité très particulières. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est ceci. Alors, c'est en preview, mais on peut faire en sorte de faire du MFA pour les personnes qui vont devoir gérer justement les ressources autour du backup. Est-ce que je peux demander à tout le monde et n'importe qui d'aller supprimer des points de restauration, d'aller restaurer tout simplement de la sauvegarde ou de faire quelque action que ce soit autour de mon coffre? Oui, peut-être, pourquoi pas. Alors, je pourrais surtout aussi mettre des droits avec le airbag. Mais en plus des droits du airbag, je peux m'assurer que physiquement ce soit vraiment la bonne personne. Je peux mettre du MFA dessus. Notez seulement que c'est encore en preview, le MFA sur la partie backup. Donc ça peut ne pas marcher. Il ne faut pas s'étonner. Les services en preview, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, chez Microsoft, qui dit preview dit pas de SLA, dit bon, bah voilà, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Voilà. Et lorsqu'on est en GA, en Global Availability, donc en disponibilité générale sur le service, là, effectivement, on a du SLA, on a du support, et normalement, ça doit fonctionner. Et si ça ne fonctionne pas, c'est un cas qu'on peut remonter au support, et le support doit pouvoir nous aider. Donc, juste à savoir, voilà, pour cette petite histoire, je ne sais pas du tout quand est-ce que ça sera en GA, par contre, sur cette partie-là. Par contre, ce qui est en GA, c'est les paramètres de sécurité. Vous les voyez ici, on peut faire une mise à jour. Donc la mise à jour, hop, voilà, c'est la fameuse suppression réversible. Par défaut, elle est activée aussi. Je trouve que c'est pas déconnant, ça vous laisse 14 jours avant de supprimer réellement un coffre de sauvegarde. Admettons, voilà, vous avez fait des tests, plusieurs tests. Et puis vous dites non, mais moi ces tests de VM là, j'en ai plus besoin. On va rester sur cette VM là parce que cette VM là, c'est la prod pour mon client. Imaginons que vous ayez fait, pas forcément la bêtise, mais en tout cas, vous avez mis le coffre de sauvegarde dans le même groupe de ressources que les VM tests. Vous dites, bah, j'ai fini mes tests. Donc Kevin m'a dit, effectivement, quand je supprime le groupe de ressources, je supprime les ressources à l'intérieur. C'est super en termes de gestion, c'est beaucoup plus rapide. Sauf que vous avez juste oublié que votre coffre était dedans. Bah, du coup, ça peut être super intéressant d'avoir la suppression réversible, parce que vous ne le supprimez pas réellement, et vous pouvez annuler la suppression. Vous avez 14 jours pour annuler la suppression et récupérer votre coffre, et puis l'utiliser comme si de rien n'était. Donc ça peut être intéressant pour éviter les problématiques qu'on pourrait avoir. Et puis, bon, je parlais du MFA, mais on a aussi la possibilité de faire du code PIN, sorte de MFA finalement. On peut faire du code PIN pour tout ce qui va être opération critique au niveau du coffre. Une opération critique, c'est la suppression d'une sauvegarde. C'est la restauration d'une machine virtuelle ou de la donnée, par exemple. Donc ça, on va pouvoir le mettre en place. Donc c'est disponible si vous activez effectivement donc, les sécurités. Si vous les désactivez, bah, forcément, vous n'avez pas accès à tout ça. Donc si c'est activé, hop, vous avez ici, en dessous, le fameux code PIN de sécurité que vous allez pouvoir paramétrer, configurer, enfin, que vous avez paramétré et configuré, vous allez pouvoir utiliser lorsque vous allez faire une opération dite critique. On va vous demander de tout simplement de copier-coller quand on vous mettra le pop-up, tout simplement. Donc, du coup, je suis en démo. Donc, encore une fois, moi, je vais désactiver ces notions de sécurité, mais n'hésitez pas à vérifier qu'elles soient bien activées pour vos clients en mode prod. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à voir à peu près ici. La dernière chose qu'on va voir dans la partie propriété, c'est cette petite chose-là. On nous parle d'un Recovery Service Agent qu'on peut télécharger.
Là, aujourd'hui, on va faire de la sauvegarde de machines virtuelles Azure. On n'aura pas de gestion d'agents à faire. Azure va s'occuper de tout ça, il va installer ce qu'il doit installer derrière dans les machines. Donc il y aura une extension qui va être installée, il va y avoir un agent qui sera aussi installé, tout sera fait de manière automatique. J'ai besoin de rien de plus. Par contre, je vous ai dit qu'on pouvait choisir aussi de sauvegarder un autre type de charge de travail, par exemple en local. Et si on le fait, eh bien, on aura des agents à télécharger. On a deux types d'agents, on a Mars et on a Mabs. Mars, qui est pour Microsoft Azure Recovery Services, très certainement, je ne sais plus, qui vous permet de faire de la sauvegarde de fichiers, de dossiers à plat. J'insiste là-dessus, hein, c'est vraiment que du fichier, du dossier. Ou bien vous avez Mabs, donc qui est Microsoft Azure Backup Server, qui lui est encapsé de sauvegarder du serveur, de la base de données, qui est capable aussi de sauvegarder pas seulement que du Windows, mais du VMware aussi. Et ce qui va être intéressant, c'est que c'est un agent qui est un peu plus complexe. Il est basé sur un DPM. On l'appelle DPM Lite, hein, finalement, pour ceux qui connaissent Data Protection Management Manager de l'époque. Et DPM Lite, du coup, donc Microsoft Azure Backup Server, bah, c'est quoi? C'est un serveur que je vais avoir en local. Il va falloir donc de l'espace, hein, du cache sur mon serveur principal, sur lequel je vais sauvegarder l'ensemble de mes VM. Et puis, je vais remonter ces VM-là, ces sauvegardes-là, dans mon coffre de Recovery Services. Et à tout moment, je peux récupérer mon agent, tout simplement, pour pouvoir l'installer, le réinstaller si besoin. Donc, ça se passe aussi dans les propriétés. Du coup, nous, on a fait voilà, le petit changement de la redondance dans la partie configuration de la sauvegarde. On a aussi retiré à l'instant certaines sécurités qui peuvent être aussi intéressantes en mode prod sur la partie paramètres de sécurité, mais vérifiez qu'elles soient bien sur les bons curseurs de votre côté quand vous êtes en mode prod. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir soit revenir sur la vue d'ensemble pour faire sauvegarde ici, ou encore ici hein, sur la gauche. Et on va pouvoir commencer à faire de la sauvegarde, pour de vrai cette fois-ci. Donc là, on va me demander, alors, ce qui est intéressant, effectivement, on me dit, attention, la réplication de stockage est définie sur localement redondant. Des fois que ce ne soit pas ce que je veuille faire, bah, on me le rappelle. On ne me le rappelle pas toujours partout, mais en tout cas ici, on me le rappelle et ça, c'est plutôt intéressant. Du coup, pour la sauvegarde, est-ce que ma charge de travail s'exécute sur Azure, en local, sur de l'Azure Stack? Alors, je vous montre juste la partie du local. Si je prenais juste le fichier dossier, juste après, sur la préparation de l'infrastructure, on me ferait télécharger justement l'agent Mars. Si je prends quoi que ce soit de plus, ou à la place, on me ferait télécharger l'autre agent, Microsoft Azure Backup Server. Donc, dans tous les cas, je ne peux pas me tromper d'agent. C'est déjà bien à ce niveau-là. Et cet agent-là, je l'installerai en local. On me donnera une clé pour enregistrer le serveur à mon coffre de recovery, puis ensuite définir les stratégies. Et tout se fait après via l'agent. Au niveau de la stratégie, bah, finalement, ce que vous allez avoir sur l'agent, c'est plus ou moins ce qu'on va avoir nous aussi dans la sauvegarde Azure. Donc, c'est plutôt ça qui va être intéressant. Donc, moi, je vais bien définir que ma charge de travail est dans Azure et que c'est de la machine virtuelle. Faites juste attention. Vous avez, si vous faites un coffre, enfin, si vous faites un compte de stockage pour lequel vous voulez sauvegarder les partages de fichiers Azure ou Azure File Share, vous choisirez bien partage de fichiers. C'est encore différent et même au niveau tarifaire, c'est un peu moins cher qu'une machine virtuelle. Donc, il faudra bien choisir ce que vous voulez. Et pareil, hein, pour du SAP HANA sur des machines virtuelles ou du SQL Server sur machine virtuelle, faites le bon choix. Je refais juste la petite parenthèse. Dans Azure, on peut mettre des bases de données en mode pass. Azure Database for SQL. SQL Server en mode pass dans Azure, hein, tout simplement. Par contre, là, on me précise SQL Server dans la machine virtuelle Azure. Je ne sais pas si la traduction est la plus belle, si on est sur la meilleure syntaxe du monde, mais en tout cas, c'est bien une machine virtuelle dont l'image est du SQL Server, que vous preniez du standard ou de l'Enterprise, et la sauvegarde est différente que la sauvegarde d'une machine virtuelle en elle-même, puisqu'elle va aussi sauvegarder la base de données jusqu'à 30 jours de mémoire, et l'agent ne fonctionne pas de la même manière. Donc faites très attention à ça. Parce que sinon, si vous avez effectivement une machine SQL Server, enfin une machine virtuelle Azure dans laquelle vous avez l'image SQL Server et que vous ne sauvegardez que la machine virtuelle, bah, votre base de données lui arrive à un problème, bah, tant pis. Voilà,
tout simplement. Vous n'aurez pas mis les niveaux de sécurité nécessaires. Donc ici, moi, c'est bien une machine virtuelle, hein, toute simple. J'ai pas de SQL Server dessus à sauvegarder. Donc, je vais passer à la suite. Et la suite, ça va être la définition de la stratégie. On me propose une stratégie qui s'appelle Default Policy. Alors, je peux voir hein, ce qu'elle me dit. Hein. Elle me dit quoi? Elle me dit que on va la faire tous les jours à midi, d'accord, sur le créneau horaire UTC. Je ne sais pas sur quelle heure exactement pour nous, c'est pas bien grave. On me dit qu'on va garder des instantanés pendant 2 jours. Pourquoi pas? Un instantané, c'est vrai que ça peut être sympa quand on veut récupérer de la donnée de manière ultra rapide. Et on me dit que ma sauvegarde, du coup, que je vais faire tous les jours à midi, je vais la garder pendant 30 jours. C'est une stratégie comme une autre. Est-ce que c'est la mieux? Pas forcément. Ce qui peut être intéressant, c'est de créer soi-même sa stratégie. Déjà, la créer et la nommer comme il faut. Pour le nommage, je vais le faire à la fin. Je le laisse exprès vide. Vous allez comprendre pourquoi. Mais je vous proposerai une petite règle de nommage qui est très simple, qui est très claire. Et pour ceux qui ont déjà eu une règle de nommage sur des réservations, par exemple, ou sur d'autres choses, vous savez qu'en un coup d'œil, rien qu'avec le nom, vous saurez exactement comment vous avez tout configuré. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Bah déjà, choisir la fréquence. Alors, je peux choisir quotidienne ou hebdomadaire. Faites juste attention. Si je fais une hebdomadaire, je vais être obligé d'avoir au minimum 5 jours, si je ne m'abuse, voilà, d'instantané qui sera gardé dans mon coffre. Si vous voulez vraiment partir sur ce genre de fréquence, sachez que la calculatrice Azure ne permet pas de chiffrer une sauvegarde seulement hebdomadaire. Elle vous demandera toujours de laisser au minimum 7 dans la case nombre de jours, enfin fréquence quotidienne et nombre de jours que vous voulez garder pour cette fréquence quotidienne. Ce qui au final, en termes de tarifs, équivaut à la même chose. Donc voilà, ne soyez pas étonnés, la calculatrice Azure n'a pas pensé à tous les scénarios possibles. En même temps, c'est vrai que c'est pas plus mal non plus de la sauvegarder tous les jours, tant qu'à faire. Et puis après, vous allez pouvoir effectivement décider de combien de temps vous allez garder l'instantané. Alors, est-ce que vous le gardez 1, 2, 3, jusqu'à 5 jours, si vous êtes en quotidien. Je vais rester sur 2 jours, moi ça me va pour le coup. Je vais pouvoir choisir l'heure aussi, bien entendu. Mettons 20 heures, pourquoi pas. Oui, mais on va bien prendre le bon créneau, hein, le bon fuseau horaire. Du coup, ici, on va aller rechercher UTC plus 2, si je ne me trompe pas, ou, plus 1, voilà, donc je me trompe. Madrid, Paris, voilà. Et puis derrière, je vais pouvoir dire combien de temps je vais garder cette rétention. Si je la garde 30 jours, je peux effectivement revenir dans les 30 jours précédents, le jour exact que j'ai envie d'avoir. Si j'ai envie de reprendre ma machine d'il y a 17 jours, je pourrais. Si je veux celle d'il y a 19 jours, je pourrais aussi. Il n'y a aucun souci. Je précise, hein, ça paraît évident, mais c'est juste que aujourd'hui, on pousse plusieurs types de stratégies. On en pousse 3, en fait, nous, de notre côté. On pousse la quotidienne 30 jours pour une machine virtuelle qui n'aurait pas de données, de fichiers, etc. dessus qu'on pourrait corrompre, mais qui aurait juste des paramètres pour héberger un applicatif, par exemple. Ça peut s'entendre de laisser une sauvegarde à 30 jours seulement. Pourquoi pas? À partir du moment où vous avez des fichiers, sachez qu'on vous incitera à aller un peu plus loin, notamment sur de la mensuelle. Pour vous donner un ordre d'idée, les études, alors comment ça se faire vieille, c'est celle de l'année dernière, donc ça date un peu pire aujourd'hui, mais l'année dernière, donc il y avait plusieurs études hein, qui sont sorties, et tous s'accordent à peu près en nombre de jours, comme quoi dans les TPE-PME en France, on n'est même pas sur quelque chose de mondial, on est vraiment sur notre marché. En France, sur les TPE-PME, on met environ 40 jours pour détecter un fichier corrompu, sur de la TPE-PME et 80 jours de résolution, moyen. Donc si en moyenne, il me faut 40 jours pour détecter un fichier corrompu et que j'ai laissé ma sauvegarde jusqu'à 30 jours, ça devient tout de suite problématique, hein. Si je ne suis pas capable d'aller récupérer un fichier sain, mon client ne va pas être content. Du coup, on conseille de mettre au minimum une mensuelle qui va durer 3 mois. Voilà.
Comme ça, vous êtes serein et vous pouvez revenir en arrière. Alors, puisque ce sera une mensuelle, vous ne pourrez pas choisir exactement le jour que vous voulez. Vous pourrez choisir le mois que vous voulez. C'est pour ça que je disais que ça paraissait évident, mais on préfère le préciser. Pareil, si vous avez des grands comptes chez vous, la donne change un petit peu. On parle de 180 jours de temps moyen pour détecter un fichier corrompu. C'est un peu plus compliqué du coup. Donc on fera encore plus attention sur la rétention de nos sauvegardes. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi pas? Nous, c'est ce qu'on fait, mais c'est une des stratégies possibles. Vous verrez. Je vais partir sur une quotidienne que je vais garder 7 jours. Je vais ajouter une hebdomadaire. Alors, je vais définir le jour exactement, hein, le jour qui m'intéresse. Alors, si je travaille pas le samedi, dimanche, bah, ça peut être intéressant de prendre la data du vendredi. Et bien entendu, elle va s'indexer en fait sur la sauvegarde qui sera faite aussi quotidiennement. Donc ça veut dire que le vendredi, il y aura à la fois la sauvegarde quotidienne et puis elle sera dupliquée en quelque sorte sur un point de restauration qui lui par contre va aussi rester un nombre de semaines que je vais définir. 4 semaines par exemple, ce qui me permettra de revenir un mois en arrière. Un mois, oui, mais pas de manière granulaire jour pour jour, mais bien semaine par semaine. Et je peux faire la même chose au niveau mensuel. À partir du mensuel et de l'annuel, par contre, on me propose de le faire soit en fonction de la semaine, soit en fonction du jour. Donc vraiment, au choix, vous pouvez choisir si vous voulez faire le premier mardi de tous les mois, par exemple, le premier dimanche, le premier vendredi, le dernier, le troisième, le quatrième, bref, vous l'avez compris, on va vraiment choisir le jour qui nous intéresse, ou bien, et moi j'ai plutôt tendance à faire ça, de le faire en fonction du jour. Généralement, soit on le fait le premier du mois, soit on le fait le dernier du mois pour prendre toutes les modifications du mois qui vient de se passer. C'est peut-être plus logique, mais imaginons effectivement que le dernier jour soit un dimanche et qu'on ne travaille ni le samedi ni le dimanche. Ça peut aussi faire sens de dire, bah, moi je prends le dernier vendredi de tous les mois. Pourquoi pas? L'un ou l'autre, hein, bien entendu. Il n'y a pas de mauvais choix, ça dépendra de l'activité de notre client. Moi, je pars sur le dernier jour du mois et je vais décider de le garder, donc, comme je vous l'ai dit, au minimum 3 mois. Alors, je pourrais aller un peu plus loin, hein. Par contre, sachez que plus j'augmente les fréquences, plus j'augmente aussi la durée de rétention de chacune des fréquences, bah, plus je vais aussi payer mon stockage. Alors ça, c'est bien pris en compte aussi dans la calculatrice Azure. Vous mettez votre stratégie telle que vous voulez la déployer. Vous lui dites que le client va sûrement faire une évolution intense, hein, élevée de sa donnée. Donc les incréments vont être de plus en plus lourds et ça vous permet d'être assez pessimiste sur votre chiffrage de la sauvegarde via la calculatrice Azure. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais vu un chiffrage qui dépasse, enfin, j'ai jamais vu un projet de sauvegarde qui dépasse en termes de consommation le chiffrage qu'on a fait sur la calculatrice Azure. Donc, je vous conseille d'être pessimiste à ce niveau-là. Mettez la vraie bonne stratégie que vous voulez mettre en place et dites que on va faire beaucoup d'évolution de la donnée. Du coup, est-ce qu'on part sur le 7-4-3? Est-ce qu'on met peut-être une annuelle aussi? Alors de la même manière, en fonction de la semaine ou du jour, de dire bah voilà, moi le 1er janvier, dans le début d'année, je prends ma sauvegarde que je vais garder un an. Alors un an ou 10 ans. Et c'est ça qui est assez intéressant. Je vous laisserai faire vos manipulations sur la calculatrice Azure. Ça ne change pas grand-chose en termes de tarification, puisqu'on parle d'incrément. On parle finalement d'un différentiel qui va être mineur, puisqu'il va évoluer tout au long de l'année, au fur et à mesure. Donc, que vous preniez un an ou 10 ans, vous ne verrez pas de grande différence en termes de chiffrage, peut-être quelques centimes seulement. C'est à savoir, ça peut être intéressant parce que ça veut dire que finalement, notre sauvegarde peut aussi, par extension, faire office d'archive. Ça peut être intéressant à savoir. Est-ce que ça m'évite de faire un compte de stockage particulièrement de type blob au niveau archive? Oui, ça peut m'éviter de faire ça. Ça me fait du 2 en 1 en quelque sorte. Moi ici, je ne vais pas mettre une annuelle. Je vais rester sur ma stratégie de quotidienne que je garde 7 jours, hebdomadaire que je garde 4 jours et une mensuelle que je vais garder 3 mois. Alors, oui, l'hebdomadaire, vous l'avez compris, c'est pas 4 jours que je la garde, mais 4 semaines. Du coup, en termes de nom, bah, je vais l'appeler tout simplement la quotidienne, 7 jours, hebdomadaire, 4 semaines. À la limite, je peux même faire ça. Hop. Q7J, donc quotidienne 7 jours, le H4S,
pour une hebdomadaire de 4 semaines. Si j'ai envie que ça soit un peu plus lisible, faut aussi faire ça, hein. On met des tirets, tente, on peut, c'est parfait, c'est magnifique. Et je vais faire je l'ai dit, donc une mensuelle que je vais garder du coup, j'ai dit 3 mois. Voilà, rien qu'avec le nom, je sais exactement ce que j'ai mis en place. Voilà, je peux aller un peu plus loin en précisant l'heure, pourquoi pas. Hop, donc ici, hop, 20 heures. Voilà, pourquoi pas. Alors j'ai peut-être été un petit peu trop loin, j'ai peut-être mis des tirets. Il ne fallait pas forcément. Bon, il y en avait trop. Donc on mettra pas l'heure. Mais en tout cas, vous avez compris un peu la manière de nommer les choses. Faites le plus simple possible pour vous, pour toujours vous rappeler en un coup d'œil ce que vous avez paramétré. Ça vous évite de faire des clics dans tous les sens pour vérifier. Du coup, ici, par contre, la dernière chose qu'on me demande, c'est de nommer un groupe de ressources qui va être spécifique pour mes points de restauration. Moi, j'ai tendance à laisser celui par défaut. Par défaut, il va vous prendre quoi? Il va vous prendre Azure Backup RG. Bah, c'est plutôt pas mal. Ça nous dit ce que c'est, un groupe de ressources pour mon Azure Backup. Ça va remettre la région géographique, France Centre. Donc très bien, je sais que ça ne concerne que les machines ou autres ressources qui sont en France Centre. Et puis on me met un petit N pour le nom. Bah, le nom, ça va être mon coffre ici, Backup Octovolt. Finalement, il n'y a rien de plus clair. Donc je vous conseille de laisser celui par défaut pour le coup. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir vérifier notre stratégie et puis on va pouvoir aussi regarder justement les machines qu'on veut embarquer. Alors je vois qu'il y a eu des réponses, enfin des questions et des réponses pour le coup. Nanana, la première sauvegarde de manière complète, ensuite c'est le delta qui est sauvegardé en effet. Oui, effectivement, ouais. C'est ce que je disais, Alors, les incrémentiels. Oui. je vais même compléter très rapidement parce que je vais vous mettre un petit lien qui est assez intéressant. Sachez qu'il est possible avec les différents agents, Maps ou Mars, de relancer directement depuis l'agent une sauvegarde non planifiée, si je peux dire. Cette Ouais. sauvegarde non planifiée nous laisse le choix de refaire une sauvegarde complète ou juste de faire une sauvegarde granulaire. On a le choix, c'est dans les bonnes pratiques Microsoft. Donc sachez que c'est aussi possible. Donc c'est juste pour compléter la petite réponse à l'écrit. Et c'est complètement vrai, et c'est aussi vrai sur la partie Azure qu'on va voir ensemble aussi. Mais oui, effectivement. Et puis vous pouvez aussi faire les restaurations complètes ou granulaires aussi de la même manière via l'agent. Donc ouais, tout à fait. S'il n'y a pas d'autres questions, je continue. Donc ici, je vérifie la strat que j'ai mis en place tous les jours, 8 heures. Très bien, ça me va bien. L'instantané, je le garde 2 jours. Ma quotidienne que je garde 7 jours, etc., etc. Tout me va bien, sauf que pour l'instant, je ne lui ai pas dit ce que j'avais envie de sauvegarder. Donc ici, vous voyez qu'aucune machine virtuelle n'est sélectionnée. Je vais pouvoir faire ajouter. Et alors là, il y a un petit côté magique à Azure que j'aime beaucoup. Vous voyez que je n'ai que ces machines-là. Vous avez vu que sur mon compte, j'ai quand même une petite liste de machines autrement plus longue, notamment une management VM, tout court, hein, la première, celle qui existe déjà. Elle n'est pas proposée. Elle n'est pas proposée, en fait, ici, on ne me propose que les machines qui sont dans la même région que mon coffre, France Centre, et qui n'ont pas déjà de sauvegarde. Donc d'une part, je ne peux pas me tromper en me disant: «Oui, mais alors si j'ai mis un coffre en France Centre et que ma machine elle est aux US et que je l'ai embarqué, est-ce que ça va vraiment bien sauvegarder ou pas? Ou est-ce que ça va créer des erreurs?» Ça ne peut même pas se lancer. Je peux même pas la sélectionner. Donc il n'y a pas de question à ce niveau-là. Et l'autre question que je ne peux pas me poser, c'est: est-ce que je vais payer 2 fois la sauvegarde pour une machine virtuelle si je fais pas gaffe? Non, parce qu'encore une fois, voilà, je n'ai pas ma management VM, je crois que j'ai une Intune Join, je dois avoir d'autres AVD encore, voilà, j'ai sûrement d'autres machines virtuelles qui se baladent, hein, qui font leur petite vie bien tranquillement sur mon portail Azure. Je ne peux pas les sélectionner, elles sont déjà sauvegardées. Donc pas de double facturation, pas de risque donc de se tromper. Ici, moi, je vais juste embarquer donc la Management VM2 qu'on a fait ensemble hier et pour laquelle on a mis les outils pour en faire bien tout simplement une VMAD finalement qui va supporter notre service AADDS. Je clique sur OK pour valider mon choix. On voit qu'elle est ajoutée ici. Et là, je vais pouvoir activer la sauvegarde. Le déploiement qui se fait, c'est le déploiement de ma stratégie du coup.
Donc, c'est en train d'embarquer la sauvegarde dans mes éléments de sauvegarde. On va pouvoir retrouver chaque élément sauvegardé dans le coffre. Ça, c'est bien listé, c'est plutôt intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est d'ailleurs par ce biais-là que je vais pouvoir forcer aussi une complète et que je vais aussi surtout pouvoir aller restaurer de manière granulaire ou faire une restauration complète. Il faut savoir, je vous ai peut-être déjà dit que les machines virtuelles, si je ne vous l'ai pas dit, je vous le dis aujourd'hui. Les machines virtuelles sont dépendantes de deux ressources, de deux types de ressources. Une machine virtuelle est dépendante du réseau, de par son interface réseau qui lui est unique, et du stockage, hein, de par son OS disque hein, qui lui est unique aussi. L'OS disque, c'est une chose, le réseau, c'en est une autre. La problématique du réseau, c'est que, je vous donne un exemple très simple, j'ai VM1 qui est déployé sur le VNet 1, tout simplement. Et j'ai ma VM2 sur VNet 2. Les deux ne discutent pas, tout se passe bien, bon voilà, c'est normal. Pour X raisons, je veux que ma VM1 soit sur le VNet 2, avec ma VM2. Je ne peux pas la déplacer. Je vais devoir la casser et la remonter de l'autre côté. Deux options, soit je l'arrête, je détache mon disque, je casse ma machine, je remonte avec mes petites mimines la machine de l'autre côté sur VNet 2, je reprends le disque, je rattache le disque. Du coup, vu que j'ai remonté la machine, il faut aussi que je l'arrête avant de remonter le disque et ensuite, ou alors le faire lors de la création, c'est possible aussi. Mais en tout cas, ça me fait beaucoup de choses à la mano, c'est embêtant. Si je vous en parle maintenant, je pense que vous l'avez deviné, c'est parce qu'on peut le faire autrement, avec de la sauvegarde. Aujourd'hui, pour restaurer une machine virtuelle, on a deux choix. Si on parle de la restauration complète, j'entends. Alors, on va pouvoir faire une restauration sur la machine qui est défectueuse, de manière à la remplacer, purement et simplement. Ou on va pouvoir restaurer sur une nouvelle machine. Et quand on fait une restauration d'une nouvelle machine, on a la possibilité de choisir le groupe de ressources, le VNet, etc. Donc du coup, finalement, on peut utiliser Azure Backup comme agent de déplacement d'une VM d'un VNet à un autre. Ça peut être une façon de contourner certaines limitations d'Azure. Donc ici, ma sauvegarde elle a été déployée. Ma notification me dit que tout s'est bien passé. Donc la configuration, la protection a été configurée. Comment la retrouver? Eh bien, tout simplement, toujours dans notre coffre de Recovery Services, hein, je vais toujours dans mon menu à gauche, qui est mon menu spécifique au coffre Recovery Service, et je vois éléments de la sauvegarde. Et en dessous, je vois aussi les stratégies de sauvegarde qui vont me lister, on va aller dessus, hein, toutes les stratégies qui ont été mises dessus. Donc j'ai une Early Log Backup, j'ai un Q7JH4S, bref, ce qu'on a fait ensemble, et le Default Policy hein, qui était là aussi, bien entendu. On voit alors, certaines choses aussi dans éléments de la sauvegarde. Éléments de la sauvegarde, il va me lister tous les types que le coffre est en capacité de sauvegarder. Donc, on revoit pas mal de choses. Et surtout, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un petit 1 au niveau de Azure Virtual Machine. Ça tombe bien parce que c'est ce qu'on a sauvegardé. Si j'avais un 0 ici, je commencerais à me sentir un peu mal. Je vais pouvoir cliquer sur Azure Virtual Machine. Il va me lister toutes les machines virtuelles qui ont été embarquées dans ce coffre-là, avec les différentes stratégies. Et il va me donner un petit aperçu. Donc, on me dit la prévérification de la sauvegarde est réussite. C'est-à-dire que l'agent s'est bien installé en arrière-plan, tout s'est bien passé, pas de souci. Mais, petit avertissement, on n'a pas encore fait la sauvegarde initiale. C'est normal. Il est 16h53, il n'est pas 20h. Et j'ai demandé à ce qu'on sauvegarde tous les jours à 20h. Je peux faire plusieurs choses. Je peux ici avoir un petit menu contextuel qui me permettra de faire de la sauvegarde. Alors, pour l'instant, ça mouline un peu, voilà, qui va me permettre de faire une sauvegarde tout de suite. Donc là, on va vraiment faire une sauvegarde complète. Si j'avais déjà une sauvegarde, ça me permettrait de restaurer la machine virtuelle. Et donc, j'entrerai dans le menu qui va bien. Je pourrais faire de la récupération de fichiers. Je peux arrêter ma sauvegarde. Petite parenthèse, le jour où vous voulez supprimer un coffre de sauvegarde, avant ça, il faudra arrêter vos sauvegardes. Voilà. C'est impossible de supprimer un coffre de sauvegarde si vous n'avez pas arrêté une sauvegarde et que vous n'avez donc pas retiré les éléments qui ont été embarqués dans la stratégie. C'est plutôt pas mal, ça évite les erreurs. Et vous pouvez aussi avoir la possibilité de supprimer les données de sauvegarde. Si vous l'avez arrêté, vous pouvez reprendre ici.
Vous pouvez, et pareil, si vous avez supprimé, mais que vous êtes dans la suppression réversible avec les fameux 14 jours de sécurité, bah, vous pouvez annuler la suppression parce que bah, finalement, ça a été une erreur. Il ne fallait absolument pas la supprimer. Et heureusement qu'on avait la suppression réversible. Donc ça, je peux le faire ici. Je peux aussi tout simplement rentrer dedans, hop, dans mon élément, et je retrouve ces menus. Peut-être de manière un peu plus lisible, hein, d'ailleurs. Et surtout, je vais avoir un historique sur les 30 derniers jours de tout ce qui s'est passé en termes de sauvegarde, celles qui ont réussi, celles qui n'ont pas réussi. Bien entendu, pour vous montrer quelque chose d'un peu plus concret, puisque là, on n'a pas encore de sauvegarde. Alors, je peux demander à sauvegarder maintenant, c'est ce que je vais faire. On va me demander de conserver, jusqu'à combien de temps je veux conserver ma sauvegarde. Donc là, il m'a proposé 1 mois, 30 jours, comme tout à l'heure, quand j'ai voulu faire moi-même ma sauvegarde, ma stratégie. Par défaut, il m'a mis 30 jours. Il aime bien le 30 jours, Azure. Est-ce que je vais la garder 30 jours, celle-ci? Oui, peut-être, pourquoi pas. Bon, moi, je vais juste la garder, je vais la garder jusqu'à demain, puisque de toute manière, ce soir, j'aurai une nouvelle sauvegarde qui sera faite. Donc, je vais décider que demain, ça me va bien, et je lance la sauvegarde. Il va prendre un peu de temps, ça va mouliner, et j'aurai un premier point de restauration avec mon historique ici. Et puis, l'état ici, du coup, va changer, hein. L'état de la dernière sauvegarde, on ne sera pas en avertissement, on sera bien. Alors, il me dit quoi? Il me dit que le déclenchement a été déclenché. La sauvegarde a été déclenchée avec succès, donc on va lui laisser le temps de faire son petit bonhomme de chemin. Et on va regarder du coup comment on fait de la restauration. Je vais revenir en arrière. Je retourne dans Coffre Recovery Services. Alors, juste pour être sûr de la force de la répétition, hein, je vous réécris ici ce qu'il faut chercher. Voilà. Coffre Recovery Services. Et je vais prendre un coffre qui existe déjà, RS Vault. Allons-y. Lui, il a déjà des sauvegardes. Donc, pareil, hein, dans éléments de la sauvegarde, je vais pouvoir m'amuser à faire de la restauration. Je vois que j'ai 2 éléments dans mes machines virtuelles. Les 2 éléments, d'ailleurs, ont à la fois la prévérification qui est faite et la dernière sauvegarde qui a réussi tout comme il faut. Je vais pouvoir rentrer dans la Toto VM. Bizarre comme nom. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est la restaurer. Alors, je peux commencer par faire de la récupération de fichiers. Si je fais de la récupération de fichiers, chose que je ne vais pas pouvoir montrer ici puisque je ne suis pas admin de mon appareil, mais en réalité, ce qu'il va me faire, c'est faire exécuter un script. Donc, je vais devoir télécharger le script. À partir du moment où je le télécharge, il va me générer une petite clé qui me sera demandée. Et donc, je vais générer un script pour qu'il me télécharge, donc dans mon dossier téléchargement, puisque c'est mon dossier par défaut pour tout ce qui est téléchargement sur mon PC. Et il va me télécharger sur cet appareil mes VHD. Voilà, tout simplement. Puis après, je pourrais en faire ce que je veux de ces VHD, récupérer ce que je veux, etc. Donc, si vous voulez les récupérer un fichier en particulier sur la machine virtuelle en question, allez sur la machine directement. Faites tourner les choses directement à ce niveau-là. Si votre machine n'est pas exposée, n'a pas de lien avec Internet, ne peut pas aller sur Internet pour X raisons, et donc ne peut pas aller sur notre portail Azure pour télécharger le script, faites-le en local et puis après derrière vous ferez une montée de données sur votre machine virtuelle via différentes manières de le faire. Mais en tout cas, c'est comme ça que vous allez pouvoir faire de la récupération granulaire, hein, pour le coup, d'une machine virtuelle Azure. Je ne peux pas aller plus loin puisque je ne suis pas administrateur de mon PC. Par contre, là où je peux aller plus loin, c'est sur la restauration de la machine. Et la restauration de la machine, c'est ici que ça se passe. Je clique sur restaurer la machine et il va déjà me demander quel point de restauration je veux prendre. Donc j'attends que ça mouline pour avoir la liste. On voit que je ne l'ai pas faite depuis très longtemps. Je vais prendre celle-ci. Alors je ne sais pas sur quelle stratégie je suis parti, hein, pour avoir si peu de points de restauration, mais bon, ça me va bien. Je prends le point de restauration qui me va bien. Je sélectionne OK. Là, il va me proposer de choisir le type de restauration. Est-ce que je veux écraser la machine, donc remplacer l'existant? Et donc là, je vais choisir, pourquoi pas, donc vu que la Tototo VM, elle était sûrement sur Tototo, je vais aller aussi dessus, pourquoi pas. Et je vais pouvoir simplement écraser ma machine, purement, simplement. Pas de retour en arrière.
Je reviens sur une version saine et c'est plutôt intéressant. Comme ça, je sais que j'ai pas une deuxième VM qui se balade. J'ai bien une seule VM que je paye. Et cette fois-ci avec la version saine. Ou bien, j'ai envie de garder mon ancienne VM, celle où il y a peut-être des choses corrompues, que ce soit de l'applicatif, de la configuration, des fichiers ou autres. Il y a quelque chose en tout cas qui cloche et qui me fait vouloir revenir sur une version saine antérieure. J'ai quand même envie d'investiguer pour essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé sur cette fameuse VM. Je peux créer une nouvelle VM du coup pour la restauration. Je peux créer une nouvelle VM. Il me proposera quand même de nettoyer les ressources, l'ancienne VM ou pas. Bah, du coup, je le ferai pas, hein. Je demanderai juste à créer la nouvelle VM et de me garder l'ancienne, la VM source, pour faire toutes mes enquêtes nécessaires. Et comme je vous le disais, bah, ça, à ce niveau-là, quand on crée une nouvelle VM lors de la restauration de la machine virtuelle, de notre backup, qu'on va pouvoir faire quelques petites sélections. Donc, créer une machine virtuelle, il me redemande, hein, je peux restaurer les disques aussi sur une machine virtuelle existante, une autre machine encore. Je peux lui redonner un petit nom. Je ne leur mettrai pas exactement le même nom, hein, on va faire voilà, Totoro, voilà, c'est très bien. Je peux changer de groupe de ressources, pourquoi pas Backup Octobre, hop, voilà. Euh, c'est un peu moyen, mais c'est pas bien grave. Le choix n'est pas forcément très bien. On va la mettre dans VMRG. Voilà, c'est un groupe de ressources pour mes machines virtuelles, pourquoi pas. Je peux choisir le même réseau virtuel sur lequel elle est, ou bien je peux choisir une autre, voilà, un autre réseau virtuel, et c'est comme ça finalement que je fais mon déplacement. Je peux même aussi choisir, hop, voilà, un sous-réseau différent. Donc être assez libre de ce que je veux faire. Et à partir de là, bah, je peux lancer la restauration. Alors ça va prendre un petit peu de temps, ça va mouliner, mais du coup, je vais me retrouver avec une deuxième machine restaurée et je verrai ce que je fais de ma machine originelle. Est-ce que je la garde, est-ce que j'enquête, est-ce que je la supprime, tout simplement. Donc là, il me déclenche la restauration. Et puis, dès que ce sera fait, donc là pour l'instant ça va prendre un peu de temps, pour l'instant il est en fait et ça va finir par arriver, mais dès que ce sera fait, eh bien je pourrai recommencer à travailler comme il se doit. Voilà un petit peu ce qu'il faut retenir, on va dire, de tout ça. Je pense que dans pas longtemps, on va l'avoir, la nouvelle VM. On va lui laisser le temps. Je vous l'ai dit, hein, c'était un peu plus court que les sessions précédentes, hein, pour le coup, parce qu'il y a moins de choses à raconter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas de questions, je vous proposerai un petit bonus sur la partie automatisation de la machine virtuelle. Ah, tu peux aussi nous parler de biceps hein, si tu te sens prêt. Tu veux parler de soulever de la fonte ou faire du code? Ah. Non, 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 pour le coup, Alors, tu me parles d'automatisation, donc je songe alors, à biceps dans la foulée, tu vois. je peux parler de biceps et effectivement, je trouve ça super intéressant, mais à la limite, je vous renvoie à un replay de webinaire que j'ai fait il y a de nombreux mois déjà. Biceps, on peut en parler. Quand vous faites de l'automatisation, vous avez beaucoup de choix différents. Déjà, vous pouvez faire du script JSON, vous faites des modèles ARM, Azure Resource Manager, donc c'est le nom du portail. C'est basé sur du JSON. Si vous êtes bon en JSON, allez-y, faites-vous plaisir. Pourquoi Cédric parle de Bicep? Parce que là où vous aviez besoin de faire 30 lignes de code pour un JSON, vous avez besoin que même pas de 10 lignes de code pour un Bicep. Et je le sais, je l'en ai testé un, j'ai créé un compte de stockage, je suis absolument nul en JSON. J'étais bien content d'ouvrir mon petit Visual Studio Code, de coder en Bicep en suivant quelques étapes hein, de Microsoft pour essayer de comprendre un peu la logique aussi qu'il y a derrière. Et ce Bicep, en fait, vous pouvez le convertir en JSON et donc par défaut le convertir aussi en ARM et commencer à automatiser pas mal de choses. Donc ça, c'est vraiment super. Euh, Par contre, ça a ses limitations. Ça a ses limitations parce que si vous êtes bon en JSON, restez en JSON. Venez pas faire du bicep. Le bicep va vous faire gagner du temps, mais du coup, vous donnera moins la main sur l'ensemble des lignes. A contrario, si vous n'êtes pas bon sur du JSON, ou que vous voulez gagner du temps, bah, le bicep est vraiment très intéressant parce que, bah, effectivement, comme je vous le dis, hein, c'est 3 à 4 fois moins de code pour faire la même chose au final.
J'essaierai de vous retrouver un petit replay qui va bien si besoin. Je ne sais pas si j'ai gardé. Je vais peut-être garder un compte de stockage. Alors c'était peut-être sur mon autre. C'était sur mon autre tenant, hein, je pense. C'est simple, hein, on va faire simple. J'avais un groupe de ressources qui s'appelait Bicep. Si il ne revient pas ici dans les groupes de ressources, c'est que c'était bien sur mon autre abonnement où j'ai absolument tout nettoyé. Voilà. Mais si ça vous intéresse, on pourra vous le mettre aussi, hein, ces ressources-là, dans le dossier partagé. C'est vachement bien fait de la part de Microsoft. Et ça permet effectivement d'aller un peu plus vite sur les déploiements. Là où je parlais d'automatisation, par contre, effectivement, alors on peut le faire avec du script, hein. Mais là, je parlais d'automatisation, on va dire en mode allégé, voilà, pour le petit bonus, puisque je vois qu'il n'y a toujours pas de questions. Donc, arrêtez-moi à tout moment, hein, bien sûr, si vous avez des questions qui arrivent là sur la session du jeu. Mais pour la petite parenthèse, vous avez la possibilité, voilà, toujours sur le portail Azure, euh, d'aller chercher un compte, alors un compte automation, voilà, encore du franglais, mais c'est pas grave, ça marche très très bien. Donc compte automation, la première fois que vous le faites, vous avez à créer un petit formulaire. Il est extrêmement simple, hein, pour le coup, hein. Un peu à la manière de notre création de coffre. On a 3-4 choses à mettre. C'est le nom, l'abonnement, groupe de ressources, l'emplacement, et de lui dire oui, petit compte automatisation, enfin compte automation, tu auras le droit d'avoir des droits sur mes ressources. C'est toujours mieux quand on veut qu'il puisse interagir avec le reste des ressources. Vous faites créer, et une fois que vous faites créer, vous avez un compte d'automatisation comme le mien. Je ne vais pas l'enregistrer celui-là puisque j'en ai déjà un. Et ce compte d'automatisation vous permet effectivement déjà d'aller dans les runbooks et de créer vos runbooks depuis une page blanche. Donc, vous mettez les codes qui vous intéressent, d'importer vos propres scripts. Donc ça peut être aussi un bon moyen d'aller vite, hein, vite et bien sûr. Vous avez bien scripté vos différents modes de déploiement, vos différentes interactions. Il existe un script, je ne l'ai toujours pas essayé, mais qui permet de faire en sorte que si j'ai plusieurs machines hôtes pour mon Azure Virtual Desktop, eh bien, je vais connecter ou déconnecter les machines en fonction du nombre de sessions dessus. C'est pas mal. C'est pas quelque chose qui est natif chez Microsoft. Mais il y a un monsieur que Cédric a vu, enfin Cédric a vu effectivement ce process et ces scripts-là, il me les avait partagés. Alors, j'ai toujours pas testé, mais c'est intéressant dans le sens où si je fais ce script-là, bah, je peux le mettre dans mon runbook et puis l'appliquer de manière automatique, ce runbook. Plutôt sympa, voilà. Ou alors vous êtes comme moi et vous êtes une vraie bille en script. Et vous avez de la galerie. Vous pouvez parcourir la galerie et vous avez des gens qui sont très très bien aussi, hein, dessus, qui ont déjà fait des runbooks. Alors attention, hein, j'attire votre attention sur le fait que ce ne sont pas des runbooks made in Microsoft. Il n'y a pas Microsoft tamponné dessus. Donc certains runbooks ne marcheront pas, bah oui, mais tant pis. Ce sont des gens qui les ont fait. J'en ai testé un sacré paquet. Pour le coup, il y en a un qui ne m'a jamais fait défaut. Le Shutdown Start VM by Tag de Gisela Torres. Alors, je dis que c'est pas brandé Microsoft. En fait, il y a beaucoup de personnes de Microsoft qui proposent leur runbook. C'est le cas, hein, Gisela Torres, qui est une Microsoftie en Espagne, à Madrid. En tout cas, aujourd'hui, c'est encore le cas. Et elle a fait ce runbook depuis un petit moment, depuis 2016. Et ce qu'il fait, ce runbook, il est juste merveilleux. Mais je vous ai dit que les étiquettes, on ne les utilise pas assez. On devrait les utiliser. Ici, en fonction des étiquettes que j'ai sur mes machines virtuelles, je vais pouvoir les embarquer dans mon runbook et bah, tout simplement définir l'heure à laquelle je vais les allumer ou les éteindre. Si je vais dessus, le compte d'automatisation, vous devez importer votre runbook. Alors, je vais l'importer, mais je vais devoir faire un renommage, hein, du coup. Donc, je vais devoir faire une petite étape que vous n'aurez pas à faire si vous le laissez par défaut. Moi, je vais l'appeler Start Octobre. Voilà.
parce que le mien est déjà en ligne et le mien, je ne lui avais pas changé de nom. Donc voilà. Donc Start Stop Octobre, voilà, vous téléchargez votre runbook, on dit importation réussie. Je reviens en arrière avec les petites croix pour revenir sur mon compte d'automatisation. Au fur et à mesure, hop, on revient en arrière. On le voit, il est pas encore ici. Je vais actualiser, voilà. Mon Start Stop Octobre, il est en mode nouveau, il n'est pas publié. Si je veux que ça marche, il faut le publier. Donc je vais devoir rentrer dans mon runbook, je dois faire une édition. Si vous ne l'avez pas renommé, que vous avez pris vraiment le nom exact du runbook qui est proposé, vous faites édition, vous faites publier, tout simplement. Si par contre, comme moi, vous l'avez renommé, n'oubliez pas de renommer aussi le workflow. Sinon, ça marche tout de suite beaucoup moins bien. Ici, Start. Qu'est-ce que j'ai dit? Start, Stop, c'est écrit en haut, à gauche, des fois que j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc, Start, Stop, Octobre. Voilà. Donc un T, hein, quelque part. Ouais, voilà. Start, Stop, Octobre. On va enregistrer. On va publier. Et là, voilà. Une fois que c'est fait, on me dit Runbook publié. Je vais revenir en arrière. Je vois qu'il est bien en statut publié, donc il est utilisable. Sauf qu'à partir de maintenant, il va falloir que je le configure un peu plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer en fait dans mon runbook et je vais aller dans les tâches de planification ou schedule, si vous êtes en anglais sur votre portail Azure. Je vais aller donc dans les planifications, je vais faire deux choses. Je vais ajouter une planification, je vais commencer par les paramètres de ce que je veux faire. Donc dans les paramètres, je vais lui mettre un nom à mon étiquette. Donc l'étiquette, je l'avais appelée type VM, si je ne m'abuse, type VM. Et en valeur, j'avais dû l'appeler automatisé. Voilà, bien écrit, c'est toujours mieux. Donc il va aller me chercher, c'est en tout cas le script, hein, vous pourrez en faire la lecture. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller regarder sur toutes les ressources de type machine virtuelle portant une étiquette dont le nom est type VM et dont la valeur est automatisée, et il va actionner bien, l'action que je vais lui demander. Si je veux qu'elle l'éteigne, le shutdown, je lui dis oui, effectivement, l'action est vraie, éteins-moi la machine. Sinon, si je fais false, il va m'allumer la machine. C'est peut-être le seul bémol ici en termes de logique, mais voilà, on vous dit l'action c'est d'arrêter. Alors si c'est vrai, il l'arrête, et si c'est faux, il l'allume. Donc moi, je vais déjà commencer par l'allumage. Donc false. Donc j'ai bien mis l'étiquette des machines virtuelles que je veux allumer. Je fais OK. Et là, je vais associer une planification. Donc j'en ai déjà plusieurs, bien sûr, mais vous pouvez en ajouter une par défaut. Donc on pourrait l'appeler allumage. Alors je vais l'appeler allumage octobre, pour moi, pour m'y retrouver. Mais mettez l'heure, hein, tout simplement, de l'allumage, c'est toujours mieux. Vous pouvez faire une petite description aussi et définir que vous allez commencer cette planification. Donc l'allumage, je vais la commencer à partir de demain à 8 heures, très exactement, 8h00 sur notre fuseau horaire. Donc là, il me l'a déjà pris. Et de manière périodique, alors non pas sur l'heure, mais sur la semaine. Voilà, parce que la semaine, elle me permet aussi de choisir les jours. Voilà. Du lundi au vendredi, donc, tous les jours, à 8 heures, elle va s'allumer, ma machine. Est-ce que je définis l'expiration ou est-ce que je dis que ça va se perpétuer ad vitam aeternam? Moi ici, je ne vais pas mettre de date d'expiration, je vais la créer. Voilà. Donc elle me remet ici, on me dit nouvelle planification créée. On m'a remis ici allumage octobre. On me dit bien que j'ai bien configuré mes paramètres. Je fais OK. J'ai configuré mon allumage. Je fais la même chose, ajouter une planification. Je retourne dans les paramètres. Je remets le nom de l'étiquette que j'avais mis sur ma machine virtuelle, la valeur de l'étiquette. Je peux avoir des types VM non automatisés, par exemple. Donc là, je vais faire automatiser. Et cette fois-ci, on a déjà fait l'allumage, donc shutdown false. Maintenant, on va faire l'arrêt, shutdown true. Type VM automatisé, on est bon. Ici, je demande à faire l'arrêt, je dis OK. Et de la même manière, je vais associer une planification que je vais ajouter. Donc du coup, j'ajoute une planification. Je vais l'appeler arrêt octobre. Voilà, pas beaucoup plus compliqué que ça. Je leur mets aussi une description si j'en ai envie.
Je vais lui dire que l'arrêt va se faire à partir d'aujourd'hui, hein, du coup, comme ça va s'arrêter automatiquement ce soir. Et puis je vais lui dire de s'arrêter à 20h. Comme ça, je vais faire du 8h-20h, du lundi au vendredi. Donc au lieu de consommer 730 heures de coût de calcul pour ma machine, je serai aux alentours de 261 heures en moyenne par mois. Je vous laisserai faire le calcul sur la tarification, la calculatrice Azure. On fait un sacré gain quand même. Donc ici, je vais le faire. Alors, est-ce que c'est intéressant de le faire pour la management VM? Je ne pense pas. Maintenant, ça sera intéressant pour d'autres types de machines. Des machines sur lesquelles vous allez héberger des applicatifs que vos clients vont utiliser seulement les jours que vous avez choisis pendant la tranche horaire que vous avez choisie. Et là, vous allez commencer à faire de l'optimisation financière. Et petite astuce, si vous voyez que vous utilisez environ 10 à 11 heures par jour, 7 jours sur 7, la meilleure optimisation sera la réservation sur 3 heures. En dessous de ça, vous serez peut-être plus avantagé à faire de l'arrêt et de l'allumage automatique sur les machines pour lesquelles vous pouvez le faire, bien entendu. Certaines machines pour votre client devront être allumées tout le temps, donc préférez les réservations pour la partie optimisation financière. En tout cas, ici, on peut faire cette optimisation de cette manière-là. Donc pareil, hein, je vais le mettre en périodique, en semaine, et puis je vais lui définir les journées sur lesquelles on va appliquer ce runbook. Pas de date d'expiration non plus pour celui-ci. Je fais créer. Je vois que arrêt octobre, ma nouvelle planification a bien été prise en compte. 3 sur 3 configuré pour mes paramètres, tout va bien. Je fais OK, je n'ai rien de plus à faire. Ma machine va automatiquement s'allumer à 8 heures et automatiquement s'éteindre à 20 heures. Voilà, c'était le petit bonus. Petit bonus sur les paramètres, on va dire, qu'on peut mettre en place sur une machine. Ma machine virtuelle, elle est déployée, elle s'exécute, aucun souci. Mais derrière, je peux la sauvegarder. Donc, j'automatise la sauvegarde. Je peux automatiser l'arrêt, l'allumage. Si je suis bon en script, je peux scripter moi-même, soit avec du Biceps pour le convertir après en JSON et avoir un beau template ARM qu'on mettra dans nos runbooks. Pourquoi pas? Ou bien tout de suite le faire en JSON si j'en ai les capacités. Et toujours pour les stocker dans mes runbooks de mon compte d'automatisation. Dernière chose à voir sur les machines virtuelles, du coup, on sait que ma management VM2, elle est en cours d'exécution, elle est sauvegardée, elle est automatisée, elle a plein de choses très intéressantes. À tout moment, je peux l'arrêter moi-même. Donc quand je suis ici, hein, je peux sélectionner la machine, soit la démarrer, la redémarrer, l'arrêter, et j'ai quelques autres choses que je peux faire, notamment la supprimer. Donc ici, petite astuce, vous avez toujours l'état de la machine. Donc si un jour on vous dit que vous n'arrivez pas à accéder à la machine, avant de s'embarquer dans une restauration de machine parce que potentiellement elle a été corrompue, on n'arrive pas à y accéder, faites juste un petit tour dans votre liste de machines, elle est peut-être tout simplement arrêtée. Et donc il faudra juste la redémarrer et c'est ici qu'on va avoir l'information rapidement. Voilà pour le petit bonus du jour. Et il n'y a toujours pas de questions. Donc soit tout le monde a été complètement assommé par ma douce voix suave, ou alors tout a été extrêmement clair. Et dans ce cas-là, je suis aussi content. Alors, ta voix n'est pas suave, mais c'était clair. Donc c'est rassurant, c'est que je suis clair et dans mes explications, ça me rassure. Voilà. Donc, après, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais je pense que sinon, tout le monde se serait manifesté depuis. Pour le coup, de toute façon, on est sur la suite logique hein, qu'on a vu Active Directory Domain Services, le backup qui est aussi un display classique lorsqu'on décide de se lancer sur le cloud. Et de toute façon, lorsqu'on monte notre machine virtuelle, hein, la première machine virtuelle qu'on crée si on se lance et qu'on a lancé la DDS, c'est la VM qui va héberger la DDS. Donc, c'est un petit peu la suite logique, la partie backup. Et puis demain, une nouvelle aventure. Exactement. Exactement. Et si on voulait conclure là-dessus, hein, vos machines virtuelles, vous pouvez effectivement les tarifer comme vous le souhaitez. Pareil, les backups. Sachez que si demain vous voulez faire des offres packagées autour de la sauvegarde, que ce soit de la charge de travail locale ou Azure, dites-vous, vous pouvez très bien faire des packages en mode forfait. Voilà, on l'a fait avec plusieurs partenaires à l'époque, de se dire, moi, je crée une offre pour une instance jusqu'à 100 gigas, une instance jusqu'à 200,
300, 400, 500, etc. Un peu comme les cartes prépayées de l'époque. Ça marche plutôt pas mal. Ça vous permet d'optimiser vos marges, vous, de votre côté, de faire un peu presque ce que Spotify fait finalement. Donc, vous avez pris, mon bon monsieur, un forfait de backup jusqu'à 200 gigas, vous ne sauvegardez en réalité que 150. Bon, voilà. Mais en tout cas, les tarifs sont déjà tellement intéressants que vous serez content et vous avez de la sécurité. Et puis moi, bah, le temps que vous n'utilisez pas complètement tout mon forfait, je suis encore plus content. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on peut faire, hein, à l'utilisation, à la consommation, au forfait. Donc pareil, si ça, c'est des choses qui vous titillent un peu de packager des offres, bah, sachez qu'on est là aussi pour ça, pour vous aider là-dessus, avec des retours d'expérience aussi de plusieurs années de packaging. Voilà. Et ça sera le mot de la fin pour moi. Donc, si vous n'avez pas de questions, bah, la continuité, comme le dit Cédric, ça sera demain avec de l'Azure Virtual Desktop, pour le coup. Pour ceux qui ont du Visual Studio Enterprise, jouez avec votre bourse Azure. Oui, oui, Visual Studio, oui, ça passe avec. Ça, alors, on peut l'entendre de différentes manières, Michael, du coup, si jamais tu peux préciser. Mais oui, la petite parenthèse Visual Studio. Tout à l'heure, j'ai parlé de Visual Studio Code. C'est gratuit. C'est juste pour avoir quelque chose de visible, hein, quand je code, d'avoir des petites couleurs qui me permettent de lire rapidement. Donc ça, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, c'est vrai que Visual Studio, on peut faire beaucoup de choses. Donc Visual Studio Enterprise et professionnel que l'on achète, quand on l'achète, on l'associe à un abonnement Azure. Donc pareil, ça vous fait de la consommation Azure auprès de Microsoft, sans même avoir déployé de ressources Azure. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Ça reste les mêmes tarifs, hein, que ce que vous avez aujourd'hui. Et puis, c'est le vrai aussi pour des DevOps services, hein, d'ailleurs. Mais après, effectivement, quand vous avez du Visual Studio, vous pouvez coder, vous pouvez faire plein de choses. Et les scripts, ils sont très intéressants pour aller faire de l'optimisation technique et financière sur votre compte Azure. Alors oui, c'est vrai, effectivement, Michael fait bien de le dire, Visual Studio Enterprise, vous l'avez effectivement si vous êtes Silver. Donc chez Microsoft, vous avez 3 niveaux. Niveau membre, niveau Silver, niveau Gold. Faut être Silver ou Gold sur de nombreux domaines de compétences cloud. Il faudra d'ailleurs être Silver, hein, pour avoir les incentives CSP. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que chaque domaine de compétences vous amène des licences à usage interne, des avantages spécifiques, dont effectivement la partie Visual Studio Enterprise. Donc, du coup, quand Microsoft l'offre, alors l'offre, vous me direz, il faut payer le niveau Silver à 1600 euros si je ne me trompe pas. Mais on a fait, j'en parlais encore ce matin, mais faites le calcul, hein. Regardez les marges arrière que le programme d'incentive Microsoft vous octroierait aujourd'hui sur votre activité. Si ça dépasse les 1600 euros, sachant qu'en plus de ça, vous avez, vous, peut-être le besoin d'avoir certaines licences qui ont aussi un coût et qui sont compris dans le Silver, ben on se rend compte que 1600 euros, c'est pas cher payé finalement pour tous les petits avantages qu'on peut avoir. Et du coup, Michael, qui effectivement en parle, hein, effectivement, 150 dollars par compte, hein, un Visual Studio Enterprise, si vous le voulez. Vous avez vite fait le calcul. Donc, ouais, il y a plein de petites choses, hein, qui sont intéressantes. Et si ça vous intéresse d'aller vraiment plus loin sur Azure, n'hésitez pas à aller toper au minimal la Silver Cloud Platform. Vous allez avoir des crédits Azure, annuels certes, mais vous allez avoir des crédits Azure pour aller faire encore plus de tests, encore plus de POC, et puis jouer bien comme il faut avec le portail pour proposer encore plus d'offres, de services à vos clients. Et puis, ne serait-ce que tester, c'est toujours très intéressant, ne serait-ce que par curiosité, parce que on se rend compte parfois qu'il y a des choses qui peuvent être faites. Je vous en parlerai d'ailleurs demain sur l'Azure Virtual Desktop, et qui sont juste topissimes. Voilà. J'ai vu une main qui s'était levée. Mickaël, je crois que c'était toi, je suis pas sûr. Ouais, c'est moi, mais tu m'as ôté les mots de la bouche. Donc, voilà. Je voulais dire qu'effectivement, si on était Silver ou Gold, on pouvait avoir aussi des crédits sur Azure, mais tu l'as dit, donc voilà, j'ai rien à ajouter. Voilà. Parfait. Donc effectivement, voilà, à ne pas oublier, il y a beaucoup d'avantages. Si jamais ça vous intéresse, cette partie-là, ça sera le petit lien que je vais vous donner ici. Je vais faire Microsoft partenaire compétences. Voilà, a priori, il a gardé ma recherche de ce matin. Et je vous laisserai, voilà, je vous laisserai parcourir un petit peu, hein, ce lien. Je vous le partage de suite. Vous avez... Une petite question, Kevin. Je te laisse terminer le partage de ton lien.
Question, il existe automatisation dans la machine virtuelle et tâches, mais je ne sais pas quel système horaire dois-je prendre pour la France ou Ouest-Europe. Ah, alors, la partie automatisation qui existe dans le menu de machine virtuelle, déjà de base, je la laisserai de côté parce qu'elle fait appel à des logic apps. Bon, c'est tarifé, c'est pas cher, mais sur l'automatisation, on peut faire de l'arrêt automatique. On ne fait pas d'allumage automatique. Attention à ça. Donc déjà, je le laisserai peut-être un peu de côté au profit de ce que j'ai montré avec le compte d'automatisation. Par contre, pour le fuseau horaire, Ouest Europe comme France, on sera en UTC plus 1. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est bien UTC plus 1 qu'il faudra choisir. Après qu'on prenne Paris, Madrid ou autre, ça ne changera pas grand-chose. Mais après, voilà. Ça dépend effectivement de ce que j'ai envie de faire avec mon automatisation. Si mon client, mes utilisateurs sont en France, je vais prendre le fuseau horaire de la France, donc UTC plus 1. Si en revanche, par contre, j'ai mis en place, et ce quelle que soit la région Azure d'ailleurs, mais si j'ai mis en place, je ne sais pas moi, des machines qui sont en France, mais pour des utilisateurs qui sont en Russie, pourquoi pas? Bah, j'irai chercher le fuseau horaire de la Russie pour m'accorder avec leur activité. Maintenant, est-ce que je vais vraiment mettre des machines virtuelles en France pour des utilisateurs en Russie? Non, il y a peut-être des data centers un peu plus proches d'eux. Mais on va s'accorder en tout cas pour le fuseau horaire sur l'activité du client, vraiment. On revient là du coup, on sort du côté technique et on revient sur l'usage, même dans Azure. On passe à UTC plus 2 ce week-end, il me semble. Je ne savais pas que le changement d'heure, c'était bientôt. Bah, dans tous les cas, il y aura écrit Paris-Madrid, Oui, c'est ça. etc. Donc, Ouais, moi, je vois Paris, je clique Paris. Et si vous êtes du Sud, cliquez quand même sur Paris. On vous Ah, aime c'est aussi. peut-être pour la Suisse. Attends, c'est peut-être pour la Suisse. Non, non, c'est pas pour la Suisse, mais ce week-end, Ah. effectivement, on pourra dormir 1 heure de plus, ouais. Ah, On va voilà. déjà dormir un jour de plus aussi en France. Donc, moi, je vais me dormir 25 heures du coup, pas 24 heures. On Laissez-moi va me dormir. travailler 1 heure de plus. Quoi? Travailler? Non, je vais dormir. Travailler 1 heure de plus. Pourquoi dormir? Ah, Il faut récupérer, il faut récupérer. Moi, j'en connais quelques-uns, Michael, par exemple, Michael Chalabi, qu'on a vu dans les commentaires. Toi, je sais que tu dors pas beaucoup, toi. Non, à cause d'Azure. Ouais, bah voilà, bah, je sais bien, mais bon. Mais au pire, On est tu des peux travailler passionnés, un c'est petit peu ça. plus. Ça t'enlèvera un petit peu de tâches. Fais-moi faire tes tests et puis ça t'allégera un petit peu le quotidien. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Aïe, aïe. Ah, j'ai pas entendu, j'ai entendu de très loin. Alors, je sais pas si quelqu'un a... Ah, bon, il y a eu un petit souci peut-être de micro. Bon, en tout cas, c'était tout pour aujourd'hui, pour le coup. Donc, les fuseaux horaires, comme je le dis, en fonction de l'usage du client. Et puis, tout ça, de toute façon, on le reverra demain, parce que demain, on va faire un Azure Virtual Desktop. Même si on a fait de l'Azure ADDS, je vous montrerai quelle chose faire pour le déployer dessus, mais nous, on va faire un autre mode de déploiement, directement sur l'Azure AD, avec directement un enregistrement sur Intune en un clic. C'est plutôt sympa. Et puis, on va aussi l'automatiser, du coup, l'Azure Virtual Desktop. Donc, on en reprofitera. On fera une répétition encore de ce qu'on vient fait aujourd'hui sur le compte d'automatisation, histoire que les choses soient vraiment limpides, parce que ça a du sens, finalement, d'automatiser l'Azure Virtual Desktop aussi. Et donc, tout ça, ça sera demain. On fera que ça, je pense. Voilà. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres remarques, pas d'autres insultes, eh bien, écoutez, moi, je vous dis une bonne fin de journée. Et puis, je vous dis à demain, même heure, même endroit, et toujours avec la même boisson. Par contre, j'ai reçu une autre boisson pour vendredi. Oui, c'est vrai, effectivement. Certains partenaires. Alors, si vous avez reçu les boissons, très bien. Donc, c'est vrai que nous, pour les partenaires France, pour le coup, désolé mes amis les Suisses, mais on avait un budget du côté marketing France pour faire un petit cocktail. Donc, si vous avez reçu les cocktails, les kits, très bien, tant mieux. Essayez juste de garder les bouteilles un peu remplies quand même pour vendredi. Les siphonnez pas tout de suite. Voilà. On attend vendredi soir pour passer à cette Voilà. partie-là.
Ah là, voilà. Le rhum. Le rhum, le coco. Mickaël, c'est clair, t'es avant, sûr voilà. que c'est les boissons que t'as reçues, ça? C'est pas celle qui complète? Non, non, c'est bien celle qu'on a reçue. On Hein, je voit pas trop, là, confirme. j'ai changé mon truc, mais. Ah, sympa, hein, merci. Ah bah, on Là, fait ce qu'on peut. regarde. On fait ce qu'on peut, mais ça, on va très certainement le refaire. Mais j'espère que Ah, dans pas regarde. longtemps, Hein. on puisse le faire en physique. Ça serait autrement Ah, plus marrant. le shaker, hein, ouais, non. Ouais, normalement, ça serait une pina colada au Ah bah charbon oui. Là, il y a du en coco, mode alcool. l'ananas. C'est Ah, ça, sympa. Voilà. c'est ça. Bon, C'est- ça va, 37 degrés. Bon. Non, ça va, ça va. Au pire, on dosera un petit peu plus. Voilà. D'ailleurs, Merci arrête bien. cet enregistrement avant de dire des bêtises. Voilà.